Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, Média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles dans votre propre réseau d'affaires. Business. Nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center, situé en cœur de ville, nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts ciblés de qualité afin de développer vos affaires. Dès maintenant, valorisez-vous et votre entreprise avec Media Business Center. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, Média. C'est bluffant dans la construction, dans l'accompagnement. Merci, un grand merci parce que la gestuelle, j'ai trouvé que c'était vachement important et ça m'a énormément aidé en fait. Comme je disais tout à l'heure, la gestuelle amène le texte, en tout cas pour moi, dans ma construction mentale. J'ai adoré ce moment en tout cas et j'ai bien rigolé. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage. C'est bluffant dans la construction, dans l'accompagnement. Merci, un grand merci parce que la gestuelle, j'ai trouvé que c'était vachement important et ça m'a énormément aidé en fait. Comme je disais tout à l'heure, la gestuelle amène le texte, en tout cas pour moi, dans ma construction mentale. J'ai adoré ce moment en tout cas et j'ai bien rigolé. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage. Moi qui n'aime pas les choses qui traînent, je trouve que ce qui garde est vraiment quelque chose de... C'est la pure essence de vous et de votre activité qu'ils arrivent à mettre en boîte. Et ça, c'est juste magnifique. Parce qu'on est vraiment dans une époque où il faut aller à l'essentiel. Et on ne serait pas obligé de se réinventer si dès le départ on avait été nous-mêmes. C'est souvent ce que je dis. Et ils sont eux-mêmes et ils font ressortir vous-même. Donc ça triche pas, c'est pas à côté de la plaque du tout. Au contraire, c'est dans le vif du sujet. Donc vraiment, c'est 1 million de fois recommandé. Moi qui n'aime pas les choses qui traînent, je trouve que ce qui garde est vraiment quelque chose de... C'est la pure essence de vous et de votre activité qu'ils arrivent à mettre en boîte. Et ça, c'est juste magnifique. Parce qu'on est vraiment dans une époque où il faut aller à l'essentiel. Et on ne serait pas obligé de se réinventer si dès le départ on avait été nous-mêmes. C'est souvent ce que je dis. Et ils sont eux-mêmes et ils font ressortir vous-même. Donc ça triche pas, c'est pas à côté de la plaque du tout. Au contraire, c'est dans le vif du sujet. Donc vraiment, c'est 1 million de fois recommandé. Très bonne expérience qui vous guide très très bien parce que nous on n'a pas l'habitude de ces choses-là, plutôt l'habitude d'avoir des outils en main. Après il faut être avenant et moi ça je ne sais pas le faire et vous avez réussi à me l'apprendre en peu de temps, en quelques heures. Le sourire, garder le sourire, avoir les yeux et puis la ligne droite, savoir lire un texte, mais le lire c'est une chose, après le lire avec la gestuelle et tout ça c'en est une autre. Donc félicitations. Vous m'avez bien guidé et puis très bien. Je pense que j'en aurai un très bon souvenir. On en refera une autre.
très bonne expérience. Media Business Center, c'est le média pour développer son identité visuelle. C'est exactement ce dont il vous faut si vous avez une entreprise et que vous souhaitez communiquer sur vos services et sur les produits que vous commercialisez. C'est vraiment une équipe chaleureuse qui m'a accompagné au jour d'aujourd'hui. Elle m'a également coaché sur la façon d'exprimer les choses parce que effectivement, lorsqu'on est face caméra, tout se complique un peu. Vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc dans cette nouvelle émission de Media Business Center. Merci à toutes et à tous donc de nous être fidèles. Alors cette émission ce soir est partagée également sur la page de Néo Bien-être, donc la page de Julien Perron, également celle de Aline Peugeot. Alors merci à vous toutes et tous de nous suivre ce soir pour cette nouvelle émission. Alors le thème de l'émission de ce soir qui est « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Alors qu'est-ce que le bonheur pour vous? Quoi de mieux qu'une personne qui a réalisé un documentaire sur le bonheur pour pouvoir partager, échanger sur les différentes visions du bonheur. Et nous accueillons tout de suite l'invité de la semaine donc, qui est Julien Perron. Ça tourne. Bonsoir. Bonsoir Julien. Ça va? Ouais. Merci. Bonsoir Comment Julien, vas-tu? merci d'être Bonsoir Julien. Ça va? Oui, ça va. présent parmi nous ce soir. Merci Julien. Avec plaisir. Donc, tu as fait pas mal de routes pour venir De jusqu'à nous. Montpellier, oui. De Montpellier. Oui, bah oui. Merci donc pour ta disponibilité en tout cas pour venir nous voir et partager ta vision du bonheur, la question que tu as beaucoup étudiée sur le bonheur, le partager avec tous les internautes ce soir. Alors comment est-ce que t'es venu cette idée? Alors tout d'abord, on va quand même présenter nos invités avant de rentrer dans le vif du sujet. Aline Peugeot, que l'on ne présente plus maintenant ici chez Media Business Center. Aline Peugeot qui est l'ambassadrice de Media Business Center, également marraine, donc qui nous soutient dans l'exécution de nos projets. Merci à toi Aline donc d'être parmi nous ce soir. Merci Raled, merci aux invités et merci à ceux qui regardent. Nous accueillons également Corinne Lenotte, donc, qui est enthousiasmologue. Alors c'est un beau nom, quelque chose de magnifique, mais concrètement, Corinne vous apprend à rire. Alors rire, c'est aussi important pour la santé de devoir rire et partager. Donc C'est ça, se reconnecter à la joie existentielle grâce au rire sans raison. Tout un programme. on en discutera un peu plus tout à l'heure, donc on aura l'occasion de détailler tout ça. Julien, on revient à toi. Alors, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est un film documentaire que tu as réalisé, alors que j'ai regardé avec beaucoup d'attention et qui est très enrichissant, donc qui nous permet de se recentrer un petit peu sur les choses essentielles de la vie. En tout cas, c'est ce que j'en ai tiré. Comment est-ce que t'es venue cette idée de travailler autour de la question du bonheur et pourquoi, combien de temps est-ce que ça t'a pris aussi de réaliser ce documentaire? En réalité, j'avais jamais eu cette idée. Ah. Parce que pour moi, les films, c'était vraiment réservé au monde du cinéma. Quand tu te renseignes un petit peu, tu vois que c'est quelques millions d'euros en fait pour réaliser un film. Et donc, ça pouvait pas rentrer dans ma réalité. Donc, j'avais pas un jour imaginé faire un film. Par contre, je me rappelle souvent, parce que j'aime bien le cinéma, donc je me rappelle souvent, avec des amis, me lever, par exemple, au tout début, tu sais, quand tu es vraiment face à l'écran, que tu es au tout début, me lever, me retourner, puis regarder la salle, et me dire comme ça, ah tiens, un jour, je me verrais bien, en fait, soit
parler d'un film, soit parler de quelque chose, mais d'inspirant en fait pour les gens. Et puis quand j'en parlais à mes amis, ça les faisait rire, et donc du coup après j'ai arrêté, et je gardais ça pour moi. Donc peut-être qu'il y a un lien avec à un moment donné le fait que je me sois lancé dans cette création de film, mais franchement pour moi c'était voilà, c'était pas dans mon champ de réalité. Et donc je me considère comme un chef d'entreprise intuitif, ce qui veut dire que tout ce que je fais jusqu'à présent, j'ai créé mon entreprise en 2003. C'est une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes. Et donc, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, et visiblement, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place, je l'ai fait de manière intuitive. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas été dans la réflexion, mais j'ai écouté mon intuition et je me suis lancé dans des initiatives. Et puis après, Inch'Allah, on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et donc, là, en l'occurrence, j'étais au Canada. J'étais parti à Montréal pour créer des ponts entre le Canada et la France, notamment autour de l'agence qu'on a créée, en partant du principe que au Canada, visiblement, ils ont 15 ans d'avance sur nous en termes de développement personnel. En tout cas, c'est l'impression qu'on a nous ici. Et donc, je me disais, voilà, ça peut être un terrain fertile pour essayer de créer quelque chose. J'organise une rencontre de thérapeutes sur place. On est, je crois, une quarantaine de thérapeutes de Montréal et de la région qui viennent. Donc, on passe un super moment. Et puis, au-delà de ça, je préviens l'équipe et je dis, je crois que je vais rester un bon mois, en fait, au Canada parce que j'avais eu plein de contacts et il y avait beaucoup de choses, en fait, à explorer. Et donc, du coup, je reste au Canada pendant un mois. Et moi, j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace. Et donc, du coup, là, je dors chez quelqu'un. On est au mois de décembre et il fait moins 40 degrés. Il y a une grosse tempête de neige et on peut pas sortir parce que c'est trop dangereux, quoi. Donc, on se met à refaire le monde avec l'autre qui m'accueillait. On parle de beaucoup de choses. Et à un moment donné, un peu dans une config un peu comme ça, on est dans une cuisine, on est en train de discuter. Et je lui pose cette question et je dis, mais en fait, c'est quoi le bonheur pour toi? Et je sais pas ce qui s'est passé, mais avant qu'elle me donne sa réponse, je lui ai dit, attends 30 secondes, ça te dérange pas si je te filme avec mon téléphone? Et donc, me voilà en train de la filmer. Donc, c'est la toute première personne que j'ai interviewée, sur 1500 après. Et je regarde cette vidéo après le soir en me couchant et je trouve ça génial, en fait. Je me dis, waouh, j'ai l'impression qu'il y a un truc sympa. En fait, je suis parcouru de frissons. Moi, c'est un peu mon canal intuitif quand je sens quelque chose. Et donc, je me dis, bon, visiblement, je vais rencontrer quand même pas mal de monde pendant mon séjour au Canada. Donc, je vais leur proposer, pour les gens qui seront OK, de leur poser cette question et de les filmer avec mon téléphone. Je crois que j'en interviewe une vingtaine ou une trentaine. J'envoie ces vidéos en parallèle au bureau. On trouve ça tout génial. Et puis après, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on commence à les publier sur les réseaux sociaux. On commence à les publier sur une chaîne YouTube qu'on a créée, qui s'appelle aussi Néo Bien-être. Et puis moi, je fais le pont avec mes activités professionnelles et personnelles, sachant qu'à titre personnel, dans mes activités, j'aime beaucoup voyager, ça fait partie de mon équilibre. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur outil en développement personnel. Ouais. Et donc du coup, je me dis, tiens, je vais profiter de mes voyages perso et pro pour continuer à interviewer des gens comme ça avec mon téléphone, et puis on verra bien une fois de plus où ça nous mène. Et donc je me suis fait prendre en fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste une interview au Canada, et finalement, j'ai fait ça pendant 4 ans, et j'ai interviewé 1500 personnes. Et à travers le monde, ce qui fait que quand tu voyages comme ça, tu vas dans des pays différents, il y a des définitions différentes du bonheur en fonction des pays ou plus en fonction des personnes? Alors, ce qui a été déjà très étonnant pour moi, c'est qu'il y avait au moins une personne sur 4 qui était incapable de me donner une définition, partout dans le monde. Et alors, après, dans la réflexion, je me suis dit, bon, il y a sûrement des raisons un peu pragmatiques. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais, c'était le côté spontané. Donc, j'arrêtais les gens dans la rue et je leur posais la question. Donc, du coup, ils n'étaient pas prêts non plus à réfléchir, mais c'est ce que je voulais, justement. Ouais. C'est qu'il n'y ait pas une forme d'intellectualisation, en fait, derrière, quoi. Donc, je me suis dit ça. Je me suis dit, peut-être que t'es un peu pris sur le vif, t'as pas eu le temps de réfléchir, donc t'as peut-être pas de réponse, quoi. C'est peut-être ça. Après, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait aussi un conditionnement dans notre société qui était quand même très fort. C'est-à-dire que, globalement, quand tu prends du recul, tu vois en fait qu'on est ultra conditionné, peu importe le pays dans lequel on se trouve, ça passe par notre éducation, par la politique, par nos parents, par notre histoire, par plein de choses en fait. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée pour nous en France, mais je pense qu'on peut le transposer à plein de pays, c'est qu'en réalité, on n'a pas le temps. En fait, la société nous fait croire qu'on n'a pas le temps de se poser, et puis de s'occuper de nous en fait, tout simplement. Mais ne serait-ce que demander à des gens de se poser 10 minutes pour faire de la méditation, par exemple, pour beaucoup, en fait, on va dire, waouh, mais attends, mais moi, j'ai pas le temps. Entre mon boulot, les enfants, le métro et tout, etc. Je fais ça quand? Alors, en réalité, on a des journées de 24 heures, et la personne qui arrive à me démontrer qu'il n'arrive pas à caler 10 minutes sur 24 heures, c'est franchement, j'aimerais bien qu'il me le démontre. Ouais.
Et donc voilà, donc je me suis dit ça, je me suis dit peut-être qu'on est trop conditionné pour que les gens puissent suffisamment prendre du recul et juste penser un peu et se poser les bonnes questions. C'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Si je me suis marié, est-ce que je me suis marié parce que j'ai été conditionné par la société ou parce que j'avais vraiment envie de me marier? Si j'ai fait des enfants, pareil, etc. Et donc ça déjà, ça a été pour moi un peu, pas un choc, mais très, très étonnant de me dire qu'il y a quand même une personne sur 4 qui était incapable. Et après, ce que j'ai vu très rapidement, c'est, mais en fait, on est 7 milliards, il y a 7 milliards de définitions. En fait, chacun a une définition du bonheur. Et moi, j'invite tout le monde à faire l'exercice, comme je l'ai vécu, ou autrement. Donc, à arrêter quelqu'un, à lui poser cette question, et vous allez voir, vous multipliez ça par 10, 100 personnes, à chaque fois, on aura quand même une définition qui va être différente. Il y a des ponts, il y a quand même des notions qui se croisent, mais globalement, on a tous un point de vue et un avis sur la question, quoi. Et donc, c'est là où je me suis dit, waouh, mais ça va être sans fin, en fait. Si potentiellement, il y a 7 milliards de définitions, il y a bien un moment donné, il faudra que je m'arrête. Ouais. Et donc, ça a duré pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, j'ai vu que j'avais 300 heures de rush. Je commençais à être un peu fatigué, parce que au bout d'un moment donné, je me suis équipé un peu professionnellement, parce que bon, j'ai commencé avec un téléphone, puis après, comme j'apprenais au fur et à mesure, je me dis bon, peut-être maintenant il me faut quand même une bonne caméra, peut-être qu'il me faudrait un micro aussi, etc. Donc, au bout d'un moment donné, comme j'étais seul et qu'il n'y avait pas d'équipe comme aujourd'hui, donc ça veut dire que j'avais plus de 20 kilos sur moi de matos, et à chaque fois, c'était beaucoup de voyages, donc c'est assez fatigant. Donc entre les lumières, entre le drone, plus les caméras, c'était un peu fatigant au bout de 4 ans. Donc ça, c'était une réflexion très pragmatique. Et après, c'était de me dire, bon, peut-être que je peux l'exploiter, peut-être que je peux exploiter ces 300 heures de rush. Et donc là, intuitivement, je me dis, bon, je vais essayer d'en faire un film. Et donc me voilà parti à essayer d'écrire un film alors que j'ai aucune notion dans ce métier, parce que c'est un métier, quoi. Et au bout de peut-être 2 minutes, des toutes premières 2 minutes en fait du film, je commence à me dire, oui, mais c'est clair, j'aurai jamais le temps. C'est un vrai métier, j'ai pas les compétences techniques, j'ai pas les machines pour. Donc il faut absolument que je trouve quelqu'un qui m'aide à faire le film et qui a l'expérience, etc. S'entourer de professionnels. C'est ça, exactement. Pour qui c'est le métier. Exactement. Ouais. Et là, on rentre dans un champ, peut-être qu'on pourra en parler, mais en tout cas, moi, qui fait partie de ma vie, c'est ce que j'appelle les synchronicités de la vie. Et là, donc, au moment donné où je suis en train de penser à ça très fortement, parce que je suis un peu embêté avec cette situation, j'ai mon téléphone qui sonne au bureau. Et donc, je décroche et j'ai un gars au téléphone qui me dit bonjour, je m'appelle Laurent Quérin, je cherche un stage, j'ai 15 ans d'expérience dans le cinéma. Et je suis en train de me perfectionner en 3D et j'ai l'obligation de faire 3 mois de stage dans une entreprise. Je suis tombé sur votre entreprise qui me plaît en termes de valeur. Est-ce que vous véhiculez? Est-ce que vous auriez besoin de mes services en termes d'audio-vidéo? Je dis, écoutez Laurent, je ne sais pas si vous tombez au bon moment, mais j'ai envie de réaliser un film qui va peut-être s'appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Je ne sais pas encore, mais j'ai pas les compétences. Est-ce que vous pensez qu'en 3 mois, vous pouvez réaliser un film? Et là, il rigole au téléphone et il me fait, mais vous savez, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Ah ouais, c'est Et énorme. donc là, je me suis dit, ouais, c'est énorme. Je me suis dit, il faut Ouais. absolument qu'on se rencontre. Et donc, du coup, on s'est rencontrés. Il a fait son stage pendant 3 mois. On a vu que 3 mois, c'était pas suffisant pour monter le film. Après, il est devenu salarié dans l'entreprise. Et donc, du coup, on a mis un peu plus de 9 mois, en fait, pour faire le film. Un peu comme un accouchement. Voilà. Au quelque part. bout de 9 mois, le bébé est sorti. Voilà, c'est ça. Dans les salles, hein, en l'occurrence. Ben non, en fait, non, même pas. Parce que nous, on n'est pas distributeur ni producteur de films, c'est pas notre métier. Donc nous, on a monté le film, on était contents. J'ai demandé à notre graphiste de nous faire l'affiche du film. Et après, on s'est dit, maintenant, on va communiquer et puis on verra bien ce que ça donne une fois de plus. Et donc, on a communiqué et très rapidement, je crois en même pas, peut-être 1 ou 2 mois, on a commencé à recevoir 80 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser des projections du film. Et donc, nous, on n'était pas du tout préparés à ça. Et donc, on a dû commencer un peu à s'équiper. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dû recruter du personnel en fait pour nous aider à répondre à toute cette demande parce qu'on n'y arrivait pas. Et ça a duré pendant 1 an et demi. Donc pendant plus d'1 an et demi, on avait parfois même jusqu'à 120 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser des projections. Donc je suis parti dans 350 salles de ciné. J'ai fait des tournées au Maroc, j'ai fait des tournées au Canada, en Suisse, en Belgique, bref, en France aussi un peu partout. Et donc au bout d'1 an et demi, j'étais encore une fois de plus un peu épuisé. En tout cas, suffisamment de recul pour me dire si je continue, le burn-out il est pas très loin. Et donc du coup j'ai anticipé, je me suis dit bon là je vais faire une pause en fait là-dessus. Je me suis arrêté en fait en réalité que quelques mois
parce que j'avais été tellement pris dans cette énergie de ce film, qui a été un vrai succès, maintenant il y a plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film, que je me suis dit, mais c'est un canal de communication qui est juste génial, un film. Et comme moi je suis un homme de communication, et que j'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation, parce que je pense que tout part de là, et notamment, on pourra le voir après, l'éducation, enfin le bonheur ça s'apprend, on peut nous l'apprendre dès l'école. Ben, je me suis dit, il faut que je réalise un film autour de l'éducation, que j'aille voir des professionnels, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou autour, en fait, tous ces professionnels qui proposent des outils, pour justement montrer au public, donc que ce soit des futurs parents, des enseignants ou des professionnels dans l'éducation, que globalement, on a plein de solutions autour de nous, mais personne n'est au courant parce qu'il n'y a aucun mainstream qui s'occupe de ça. C'est-à-dire, tant que TF1, pour pas les citer, ou de grosses chaînes de télévision, ou de grandes radios, en fait, s'occupent de ce sujet, bah, globalement, la majorité des gens sont jamais au courant. Et moi, j'ai découvert qu'il y a peut-être des milliers de personnes avec des activités vraiment diverses et variées, avec des outils parfois même validés par des scientifiques, mais on n'est pas au courant. Et c'est des trucs qui fonctionnent super bien, donc ça aide les parents, ça aide les enseignants et ça aide les enfants. C'est aussi le conditionnement, tu l'as répété à quelques reprises, mais le conditionnement de la société qui nous ancre dans certaines, on va dire, vérités qu'on l'on croit acquises, mais en vérité on en a beaucoup plus à découvrir. Et c'est avec tous ces interviews, tous ces voyages que tu as pu découvrir tout ça. Et là je devine en filigrane un film en préparation. On a envie de faire un 3e film. Ouais. Oui. Voilà. On a envie de faire un 3e film, ça trotte dans la tête depuis un petit moment. On a déjà le scénario, on a déjà, je sais déjà à qui, en gros, on peut s'adresser. Sauf que là, on a envie de s'y prendre différemment, parce que pour les 2 premiers films qu'on a réalisés, en fait, comme c'est pas, j'allais dire, notre métier, on a créé le scénario en dérushant. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est tapé 300 heures de rush. Ouais. Donc on s'est transformé un peu en chauve-souris pendant des mois, à regarder et à éplucher en se disant tiens cette séquence est intéressante, ces 20 secondes là sont intéressantes dans cette interview, et donc au bout de ça on avait séquencé, il nous restait plus que je crois 120 heures qui étaient pour nous vraiment intéressantes. Après il a fallu enlever tout ce qui était potentiellement pas exploitable pour le cinéma en termes de son et en termes d'image, parce que à l'époque je connaissais pas en termes techniques ce qu'il me fallait réellement comme matériel. On va revenir justement après sur la partie éducative aussi, comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur par l'éducation. Mais tout de suite, pour toi, comment est-ce que, quelle est ta définition du bonheur? Comment est-ce que toi-même tu as pu trouver le bonheur? C'est à toi. Non, moi j'ai rien à dire, je suis juste venue voir Julien. D'accord. Au revoir. Rebondir sur pas mal de choses que Julien a dit. Le bonheur, ça s'apprend, effectivement. C'est une prise de conscience, en fait. Et rebondir aussi sur les conditionnements. On est conditionné en fait, à voir les choses de façon négative dans notre société. Et les gens sont beaucoup plus, ont beaucoup plus de facilité à répondre à la question « qu'est-ce que tu ne veux pas ?» plutôt à la question « qu'est-ce que tu veux ?» C'est quand même incroyable à quel point on est conditionné négativement. Pourquoi? Parce que dès l'école, on focalise sur nos manques. T'es nul en maths, t'es nul en ci, t'es nul en ça. On n'encense pas, on n'encourage pas nos compétences. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend comme vérité cette image qu'on lui renvoie de lui, de nul, de faible, de pas capable. Et forcément, il va s'éloigner du bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose qui se comment pourrais-je dire, qui se cherche, qui se prévoit. C'est quelque chose qui s'accueille par l'ouverture.
par l'ouverture grâce à la prise de conscience. Le bonheur, c'est une façon de voir les choses aussi. On peut très bien, c'est en physique quantique, hein, on fait un pas de côté, on voit les choses d'un point de vue, on fait un pas de côté, on les voit sous un autre angle de vue. Donc, d'un point de vue, on peut les voir d'une façon très très malheureuse, et d'un autre côté, on peut les voir comme une formidable opportunité. Et aussi le bonheur, je pense que Julien l'incarne totalement, parce qu'à travers cet enfant qui regardait là et qui disait moi je vais faire un film un jour, en fait il a réalisé ses rêves. Le bonheur, c'est oser faire les choses à sa façon. Tout simplement, sortir des sentiers battus, laisser son empreinte, faire les choses, suivre son intuition. Et d'ailleurs, je confirme parce que c'est mon domaine, hein, tout ce qui est faculté intuitive. Et quand on est pris de fourmillements qui montent de la plante des pieds jusqu'en haut de la tête, c'est que c'est validé par une dimension qui détient l'information. Parce que je suis quand même dans ce domaine, mais très incarnée aussi, très ancrée. Donc, c'est que l'information est juste. C'est que toutes les choses sont en place pour que cette voie s'ouvre. Et on en revient aux synchronicités. Donc voilà, tout ce qui est intuition, il y en a qui pensent que c'est médiumnité, voyance, un petit peu perché. Non, non, c'est vraiment très terre à terre, très cartésien, ça s'explique. Et les physiciens parlent de données informationnelles qui gravitent autour des gens, autour d'une situation. Et l'intuition nous permet d'attraper ces informations qui gravitent et de construire avec. Voilà. Donc, moi, le bonheur aussi, j'ai pas répondu à la question du coup, mais comme d'habitude, mais c'est normal, il faut aussi que je reste moi-même. Le bonheur pour moi, c'est de m'être trouvé. C'est d'avoir trouvé la façon d'aimer la vie, d'avoir trouvé ma place en fait, alors que je pensais ne pas en avoir sur Terre, d'avoir passé 50 ans de ma vie à être malheureuse, parce que je focalisais sur tout ce que je détestais dans ce monde. Et maintenant que je suis occupée à construire l'inverse, eh ben, je ne vois plus ce qui me déplaît. J'en suis évidemment consciente, mais je ne nourris pas par mon attention. Voilà, mon attention est toute à ce que j'aimerais voir à la place. Alors, maintenant que tu as trouvé le bonheur, oui, tu as décidé aussi de former d'autres personnes pour qu'elles aillent chercher leur bonheur, pour qu'elles se retrouvent elles-mêmes. Tout à fait. D'abord, j'ai écrit une autobiographie dans laquelle je partage un parcours très chaotique que j'ai eu, toutes les épreuves par lesquelles je suis passée. Mais c'est pas non plus pour apitoyer dans les chaumières, pas du tout. C'était pour poser le tableau les conditions dans lesquelles j'étais et ce que j'en ai fait. C'est surtout la deuxième partie de mon livre qui est intéressante. C'est ma reconstruction. Et c'était pas une écriture, comme on dit, une thérapie pour moi que d'écrire. C'est le contraire. C'est bien parce que moi, je m'étais enfin trouvée et que j'étais enfin alignée. C'était quoi la question au départ? Donc la question, tu as décidé d'enseigner. Oui, tout à fait, parce que voilà. À aller rechercher aussi le. Tout à fait. Donc après le livre, j'ai construit des formations sur 2 jours, de A à Z. J'ai construit avec tout ce qui m'a manqué à l'école, Julien, c'est-à-dire de l'interaction humaine. Hein. Il y a beaucoup de jeux de rôle, il y a des exercices pratiques avec des petits matériels confectionnés par mes mains. c'est très, ça fait bricolage peut-être, mais c'est hyper efficace et ça parle aux gens et les gens retombent dans une certaine forme d'enfance d'avant et c'est par le jeu qu'on apprend parce que moi à l'école j'ai pas joué du tout. Moi j'ai reçu les coups de règle, j'ai reçu les tirages d'oreilles, j'ai reçu l'humiliation de beaucoup de façons. C'était pas rigolo du tout pour moi l'école. Il est clair que je comprends que je n'avais pas forcément des facultés cognitives développées, mais j'ai d'autres intelligences et celles-ci on me les a pas demandées, on me les a pas sollicitées et surtout on m'a pas dit que je les avais. J'ai dû les découvrir moi-même et donc tout ça maintenant je le transmets aux gens. Donc 2 thèmes principaux, découvrir et développer nos facultés, nos potentiels extrasensoriels, voilà. Et un autre thème, que celui-ci je vais maintenant proposer en entreprise, puisque j'ai l'occasion de pouvoir le faire, c'est trouver la paix intérieure, parce que la paix intérieure
est une nécessité pour pouvoir être efficace sur son parcours et elle s'acquiert en allant à la rencontre de soi. C'est ce véritable nous, cet enfant intérieur qui lui est heureux seulement. Cet enfant, c'est celui qui était lui jusqu'à l'âge de 7 ans où il s'est soumis. Il s'est tombé à genoux, il s'est dit ok, j'ai pas le droit d'être comme je suis. Et il s'est soumis au conditionnement. Ce qui a fait qu'on a grandi en tant qu'adulte, entre guillemets, mais je dirais plutôt en tant qu'enfant frustré. Et même en état de névrose. Parce que quand on est persuadé qu'on n'a pas d'autre choix, c'est fonctionner en état de névrose. C'est horrible. Et en fait, devenir véritablement adulte, c'est s'affranchir de toute attente de l'extérieur, s'apporter de l'amour, de la considération, de l'estime de soi. Et ça, on ne trouve qu'en allant à la rencontre de cet enfant intérieur qui détient tous ces potentiels-là. Parce qu'il les avait au départ, avant qu'il se conditionne et qu'il devienne cet adulte, voilà. Donc maintenant, et je transforme la vie des gens. Donc c'est même pas un travail, c'est que du bonheur. Je me nourris de ça. Hein, il n'y a pas. Mais attends, de reparler, en tout cas, on le ressent. Hein. On ressent très bien cette passion que tu as à exercer ton métier maintenant, qui est devenu. Ça métamorphose des vies, les gens divorcent, mais c'est tant mieux pour certains. Changent de boulot, changent de look, changent d'endroit de vie. En tout cas, ils se retrouvent. Ils sont enfin eux, ils répondent plus aux attentes des autres. Alors, il y a une autre personne aussi qui aide à se redécouvrir ou à découvrir une autre manière de communiquer, c'est Corinne Lenotte. Donc, tu es enthousiasmologue. Alors, dirigeante de Happy. Hein. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu comment est-ce que tu as voulu en arriver là. Donc, provoquer ce rire chez d'autres personnes et qu'est-ce que ça induit derrière le rire? Alors, eh bien, j'en suis arrivée là parce qu'à un moment donné, le rire m'a sauvé la vie. Je l'ai découvert dans une tranche de vie et encore une fois, comme disait Aline, c'est pas pour apitoyer qui que ce soit, mais il s'est présenté sur mon chemin à un moment donné où j'avais perdu le goût de vivre suite à une succession d'événements un petit peu dramatiques et où je me disais mais comment je vais me relever de ça, même si j'ai la compréhension intellectuelle de ce qui m'arrive, j'ai pas la compréhension de pourquoi ça m'arrive en tout cas, et comment je me sors de là. Et puis la providence ou la synchronicité a mis sur mon chemin un mail d'une dame que je ne remercierai jamais assez. Je vais la citer, c'est Anne-Marie Saugier, puisqu'elle est dans notre région. Elle forme les gens au yoga du rire à Montbéliard. Et Anne-Marie, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, m'envoie un mail, j'étais dans une liste de diffusion, ce qu'elle ne faisait jamais, pour m'inviter à une formation yoga du rire sur 2 jours. Et je me voyais pas du tout animatrice de yoga du rire, mais je me dis tiens, peut-être l'occasion d'aller rire un peu dans cette tranche de vie difficile. Et ça a été une révolution, puisque derrière, je suis devenue professeure de yoga du rire. Donc je forme des personnes qui souhaitent soit être animateurs, soit tout simplement se reconnecter. Et puis au-delà, j'ai cherché à comprendre comment et pourquoi ça fonctionnait. Je me suis intéressée à la psychologie positive. Donc aujourd'hui, je suis praticienne aussi en psychologie positive. Et donc pour répondre à la grande question du jour, c'est quoi pour vous le bonheur? Pour moi, c'est définitivement un choix. Oui, ça s'apprend et oui, je n'ai pas d'emprise sur les événements qui m'arrivent. Par contre, je suis en capacité, je suis responsable de la manière dont je choisis de les surmonter ou de ne pas les surmonter d'ailleurs. Mais j'ai ma part de responsabilité dans ce que je vais en faire. Très bien. Et la formation que tu proposes au rire, comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que tu fais pour provoquer le rire chez un public, par exemple? Alors là, on est véritablement dans le rire sans raison qui est véhiculé, alors notamment par le yoga du rire. Ouais. Le concept à la base, c'est le docteur Madan Kataria qui avait compris en fait le pouvoir du rire sur la santé, grâce à d'autres études qui existaient déjà, qui en a fait une méthode. Il y en a d'autres à côté. Il y a la rigologie également, que je connais moins, mais qui vient du même cœur, entre guillemets, de rire sans raison. Et c'est véritablement déclencher un rire mécanique. Moi, le rire est arrivé dans ma vie à un moment donné où je n'avais pas envie de rire du tout.
J'étais même dans une incapacité de rire et juste par un déclenchement en fait, on va aller mécaniquement actionner le diaphragme et en fait notre corps ne va pas faire la différence. Rire sans raison, c'est rire comme on ferait un exercice, comme on monterait sur un vélo d'appartement par exemple. Et ce n'est pas parce qu'on va pas avancer dans le paysage que notre corps, lui, va tirer les mêmes bienfaits si je pédale sur un vélo d'appartement que si je suis sur un vélo qui me permet d'aller plus loin. Eh bien le rire c'est pareil, un rire sans raison va procurer au corps les mêmes bienfaits qu'un rire naturel. Et il n'y a pas besoin d'humour pour rire. Un bébé n'a pas le sens cognitif pour comprendre une bonne blague et pour autant un bébé rit. Voilà, un enfant rit environ 400 fois par jour, là où un adulte rit entre 10 et 15 fois par jour, et encore, un adulte qui ose encore rire. C'est un petit peu aussi provoquer le rire mécaniquement, c'est aussi ça. une manière un petit peu de tromper ce qu'on a dans le cerveau Oui. et les idées négatives pour dire à notre propre être qu'on est finalement on est heureux. C'est exactement ça. En fait, on va contrecarrer le biais de négativité, on va contrecarrer la partie un petit peu reptilienne de notre cerveau qui focalise sur ce qui va moins bien ou sur ce qui va mal, parfois, ou même très mal. Et à un moment donné, l'espace d'un instant, notre cerveau va croire que tout va bien. Et en fait, eh bien, on ne rit pas parce qu'on va bien, mais on va mieux parce qu'on rit. Ouais. Donc c'est une manière un petit peu de on détourne l'attention. Voilà, on détourne l'attention en fait de notre partie cognitive. Voilà, donc à nous, bien sûr, hein, mesdames et messieurs qui nous écoutez, alors voilà, n'hésitez pas à déclencher des rires, des fois même mécaniquement, si vous êtes triste, déclenchez un rire pour envoyer des signaux positifs. C'est ça, c'est exactement ça le principe. Voilà, à son cerveau pour pouvoir voir la vie différemment et puis la voir de manière positive surtout. Alors on va en revenir, Julien, merci Corinne pour cette présentation. Merci. On va en revenir, Julien, à la partie éducative. Alors on l'a entendu chez Aline qui disait aller rechercher cet enfant qui a été un petit peu conditionné par l'interdit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On l'a entendu également chez Corinne et tu l'as évoqué. Donc sur cette partie éducative, c'est aujourd'hui on est conditionné par une éducation qui nous donne des notes, donc à chaque fois à l'école, qui nous demande d'apprendre des leçons par cœur, et si on les réussit pas, donc on rentre pas dans ce moule-là, du coup ça crée ces frustrations-là. Toi, comment est-ce que tu vois l'éducation pour justement inculquer le bonheur dès le plus jeune âge? Déjà, c'est un bon exercice, ce que dit Corinne. Ça, par exemple, typiquement, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire en fait le plus tôt possible dans les écoles. Enfin, ne serait-ce que de semer des graines en fait par rapport à ça, pas forcément d'avoir un cours spécifiquement autour de la pensée positive, etc. Mais au moins ne serait-ce que d'en parler, donc du coup d'en semer des graines. Ça, pour moi, déjà. Enfin, et il y a plein d'autres choses comme ça qu'on pourrait faire. Alors après, ce qui est intéressant dans le secteur, moi, ça fait 7 ans que je mets de l'énergie autour de l'éducation. On a créé un festival qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie. On a créé un congrès qui s'appelle le Congrès Innovation en Éducation. Donc depuis 5 ans, qui existe, ça va faire bientôt 6 ans le festival, on a rencontré beaucoup de monde. Au festival, il y a à peu près entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans. Et au congrès, on est dans une salle, donc on est enfermé parce que c'est un congrès, donc ça dépend si on est à Paris ou à Montpellier. Grosso modo, en moyenne, il y a soit 600 personnes à Montpellier, soit à peu près 1000 personnes à Paris. Et donc systématiquement, le public qui vient, c'est des enseignants, des futurs enseignants, des parents, des futurs parents, parfois des grands-parents, tout public qui s'intéresse au domaine de l'éducation. Et donc je précise ça parce que du coup j'ai rencontré beaucoup de monde. Moi auparavant, quand je me suis lancé dans cette initiative, c'était juste parce que j'avais une réflexion. J'ai envie de créer une école, en fait. J'ai envie de créer une école qu'on peut appeler nouvelle, alternative, positive, peu importe comment on l'appelle. Et à l'époque, donc 5-6 ans en arrière, j'ai juste écrit un article sur ma vision de l'école que j'avais envie de créer. Et quand j'ai publié cet article, en l'espace de 2-3 mois, et j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école, de personnes qui me remerciaient, qui me disaient c'est génial comme idée, bravo. Et donc, pour moi, c'était un article. En plus, parmi tous les articles qu'on rédige, il n'y avait rien de transcendant, c'était juste une vision de ce que j'avais envie de faire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, d'un coup, c'est venu résonner. Je me suis dit, waouh, en fait, il y a beaucoup de monde quand même, visiblement, qui pense comme moi. Et donc là, je raccroche le wagon de l'intuition. Je me dis, tiens, je vais créer un pique-nique. Parce que j'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et donc, je me suis dit, je vais organiser un pique-nique et je vais demander aux gens de venir. Et donc, ces 600 personnes sont venues, donc c'était un gros pique-nique. Ouais.
Et de... C'est une merguez. je sais pas s'il y a des merguez, je me rappelle plus. peut-être, je sais plus. Et donc, on passe une super journée. De là, on se dit, tiens, c'est trop dommage, c'était une journée qui était magnifique. Il faudrait qu'il y ait une prolongation l'année d'après, enfin, donc la prochaine année. Et on se dit, bon, on va faire ça sur 3 jours. Et dans nos réflexions, on se dit, tiens, on va appeler ça un festival, parce qu'on aimait bien ce côté festif. Mais on ne savait pas dans quoi on se lançait, en fait, parce qu'un festival, c'est une grande machine. Donc maintenant, je peux en parler. Et si on m'avait expliqué à l'époque ce que c'était en termes d'organisation, d'organiser un festival, je ne l'aurais jamais fait. Comme pour le film, on m'aurait expliqué, un réalisateur m'aurait dit, voilà ce qui t'attend, je ne l'aurais jamais fait. C'est pour ça que c'est important d'écouter son intuition. Et donc maintenant, voilà, il y a 10-15 000 personnes qui viennent. Je rencontre des gens du monde institutionnel. On a même l'UNESCO, il y a maintenant 4, 5, 6 mois, qui nous a contactés pour travailler ensemble. Donc là, on commence à bosser ensemble sur ce qu'on appelle les futurs de l'éducation. On sait qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale qui vient. On sait qu'il y a tous ces professionnels en dehors aussi de l'éducation nationale qui viennent aussi dans ces événements. Donc le regard que j'ai là aujourd'hui, je pense qu'il est objectif. Donc mon regard, il est le suivant, c'est que pour moi, on a pris une très bonne direction. Donc au sein de l'éducation nationale, ça avance très très bien, sauf que c'est un mastodonte, et donc du coup, c'est parfois, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, et je pense encore pendant 10 ans, difficilement mesurable. C'est-à-dire que même les enseignants, au sein de l'éducation nationale, parfois ils sont même pas au courant en fait de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'est des initiatives personnelles. Donc, exemple, un enseignant qui va mener des expériences au sein de sa classe parce que son directeur d'établissement, il est OK. Et donc, du coup, il va pouvoir tester les choses. Donc, tout ce qu'on trouve, en fait, en dehors de l'éducation nationale. Et il va pouvoir, à sa façon, valider des process. C'est-à-dire, bah, ça marche bien, ça marche moins bien. Et ce qui nous manque là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, s'il y a des gens, d'ailleurs, des chercheurs, des scientifiques qui nous écoutent, il faudrait que ces chercheurs et ces scientifiques aillent dans ces classes où on est en train de mener des expériences qui marchent. Pourquoi ? Parce qu'en France et même globalement à l'échelle mondiale, en fait, on accorde du crédit aux scientifiques. Dès qu'un scientifique a dit quelque chose et que c'est validé, c'est la science qui s'en est occupée, donc du coup ça devient normal et on le banalise un peu. Quoi. En ce moment, ils sont pas trop d'accord. Hein, les scientifiques. Oui, en ce moment, ils sont un peu dispersés. C'est un peu compliqué. Le scientifique, quand on va dire qu'il accrédite cette manière de faire, ouais. Donc elle a beaucoup plus de crédibilité. Bah, c'est ça, ouais. Parce qu'on dit que c'est les scientifiques qui sont intéressés au sujet. Donc, je vois ces enseignants qui se bougent, je vois qu'au sein des instituts, ça se bouge. L'UNESCO est magnifique ce qu'ils font, les futurs de l'éducation, ils sont en train de mener une enquête qui est mondiale. Ils sont en train de sonder 394 pays, ils sont en train de sonder des enseignants, des citoyens, le monde institutionnel, et de là, ils vont faire une espèce de grande synthèse, un rapport qu'ils vont remettre aux 394 pays, donc aux dirigeants, au gouvernement, pour leur dire voilà la synthèse de ce qu'on a aimé, et voilà les directions qu'il faudrait prendre. Donc, je trouve que c'est génial national en disant que effectivement, et c'est une réalité, on est en compétition, c'est une réalité, on travaille pas le développement de l'être, et donc si on doit mettre une étiquette, le développement personnel par exemple, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait peut-être 50% qui soit dédié au savoir, donc à toutes les informations qu'on nous fait rentrer dans notre cerveau, qui sont vraiment importantes pour se construire, mais aussi 50% dédiés à l'être, c'est-à-dire qu'on apprenne à se connaître en fait, juste à savoir qui on est, à comprendre nos émotions, à savoir qu'on a des excellences de manière innée, naturelle, mais ça, une fois de plus, on ne nous accompagne pas dans cette direction, donc parfois dans nos cheminements personnels, ça arrive à un moment donné qu'on a un déclic, ou pas, donc, il y en a qui n'ont jamais de déclic de leur vie par exemple, donc ce que je me dis, c'est que si on peut les accompagner le plus tôt possible, juste à ça en fait, à dire voilà, bah toi en fait petit gars ou petite fille, toi t'es vraiment doué là-dedans parce que ça te fait vibrer, parce que c'est ça qui te fait vibrer. Ce que tu fais, ouais, c'est ça. Donc potentiellement c'est ce que tu vas apporter. Un challenge. Imagine tes profs. Tu es dans une classe, entre 30 et 40 élèves parfois dans la classe, qui n'ont pas envie d'aller à l'école, où il y a 8 formes d'intelligence différentes, et l'enseignant, lui, le challenge, c'est qu'il doit s'adapter à ces 40 élèves qui n'ont pas envie d'aller en cours, qui ont 8 formes d'intelligence différentes, et essayer de les accompagner à se révéler réellement qui ils sont. Donc c'est challengeant.
Sauf que il y a des solutions. En fait, on pointe souvent les pays du Nord, type Suède, Norvège, Islande, Finlande, etc. Parce qu'ils ont mis déjà en place des outils et des techniques qui ont l'air de fonctionner. Même si culturellement c'est radicalement différent, donc on peut pas faire un copier-coller, on va dire, mais on peut aller s'inspirer de ce qu'ils font et essayer justement de mener des expériences une fois de plus dans nos classes pour voir ce qui fonctionne et ce qui marche pas, quoi. Et de l'adapter au référentiel français ou comme l'UNESCO le fait dans 394 pays, l'adapter aux cultures de chaque pays pour pouvoir permettre à ces enfants de se révéler. Alors on me souffle en régie, c'est un petit peu le concept de l'école de Montessori. Alors Montessori, ça me fait sourire parce que quand on parle de pédagogie alternative ou d'école alternative, là en ce moment la mode c'est Montessori. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a probablement plus de 1000 activités, comme je le disais tout à l'heure. Il y a peut-être 1000 professionnels qui ont créé des outils. Donc il n'y a pas que ça. Montessori, c'est peut-être, on va dire, l'une des plus anciennes, parce que ça fait plus d'1 siècle que ça a été créé par Maria Montessori. Donc c'est quand même assez vieux, on va dire. C'est des outils qui sont très utilisés, mais il y en a plein d'autres. On peut citer Steiner, Freinet par exemple, Summerhill, voilà. Et il y en a plein d'autres. Et en parallèle de ces outils qui seraient des outils pour les enseignants, par exemple, pour accompagner au mieux les enfants, et ben il y a tous ces professionnels dont tu pourrais faire partie, par exemple, Corinne, qui ont créé des méthodologies, en fait, des outils qui pourraient être justement pertinents à intégrer dans les classes, tu vois, mais juste en semant des graines, tout simplement. C'est-à-dire ne pas faire une fois de plus un programme qui durerait, je sais pas, des années autour de la psychologie positive, par exemple, parce qu'il y a une palette d'outils qui correspond quelque part à chaque individu. Je te donne un exemple. Imaginons la sophrologie, peut-être que c'est très bon pour moi, parce que je vais rencontrer un bon sophrologue et le courant va bien passer, et ce qu'elle va me proposer, donc à travers ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle a appris, son histoire, sa façon d'être, ça va me correspondre. Mais peut-être que toi, ça va pas du tout te correspondre. C'est-à-dire rencontrer cette sophrologue, ça va pas matcher. Mais il se peut que tu rencontres un hypnotiseur, par exemple, et que là, en fait, ça matche super bien avec tes besoins, avec qui tu es. Et c'est ça que je souligne, c'est que il y a une palette qui est énorme. Tous avancent dans la même direction, ce qui est génial. Donc, à nous quelque part, à nous, en tant qu'adultes, de sensibiliser le plus tôt possible à cette palette, en fait, qui existe, tu vois. Et pour pouvoir savoir, justement, que l'enfant, au moment où quand il grandit, au fur et à mesure, savoir quel outil va l'aider, justement, à se révéler, parce qu'il en aura testé plusieurs. Alors, ça peut être ces outils-là, mais pas forcément. Je pense que le tronc commun qu'on pourrait mettre en place, c'est juste, et ça me fait sourire parce que je dis juste parce que c'est pas simple, c'est d'accompagner les enfants justement à être ce qu'ils sont réellement, tu vois. Et Montessori peut très bien faire le job, mais ça va dépendre des enseignants et ça va dépendre des parents. C'est-à-dire, imaginons on prend un outil Montessori, mais que derrière les parents ils l'appliquent pas à la maison par exemple, ou que l'enseignant lui-même n'a pas été formé ou éduqué en amont, lors de sa formation, à comprendre le process que si lui s'occupe pas de lui, avant de s'occuper de ses élèves, et ben en fait on passe à côté de quelque chose, quoi. Donc ça voudrait dire en fait en gros qu'il faudrait tout revoir, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants, et donc une école, que je l'ai appelée l'école de la vie, parce que c'est une trilogie en fait, il faut englober tout le monde. Donc il faut rééduquer tout le monde. Il faut que dans le cursus, une fois de plus, des enseignants, il y ait cette phase de développement personnel où on leur fait comprendre que c'est une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Qu'on soit enseignant, thérapeute, dentiste, garagiste, ce que vous voulez. La responsabilité, pour moi, elle est vraiment importante à ce niveau. Et il faut qu'on nous l'apprenne le plus tôt possible. Donc, il y a plein d'outils. À nous de conscientiser qu'on doit trouver les bons outils pour nous, pour qu'on soit bien dans notre tête, bien dans notre corps, qu'on s'occupe de notre machine biologique. Et à partir de là, dès qu'on a mis en place comme une espèce d'engrenage des mécanismes qui sont bons pour nous, ça justifie qu'on peut s'occuper des autres. Donc l'enseignant doit faire ce job et il faut que les parents le fassent aussi. Et c'est là où c'est à notre stade encore un peu challengeant parce qu'on ne nous a pas éduqués à ça, quoi. Donc il faut en ce moment un peu déconditionner tout le monde et semer des graines et en gros accélérer les prises de conscience, quoi. Ça fait partie, alors l'éducation nationale, bien sûr, c'est un des premiers postes, un des premiers ministères du gouvernement, donc c'est un très gros poste de dépense. Et effectivement, former les générations actuelles, c'est aussi créer les richesses de demain. Mais carrément. Ouais, et on change tout, c'est-à-dire qu'on voit bien, alors qu'en plus là en ce moment, on a des enjeux
au niveau de notre planète qui sont colossaux. C'est-à-dire que ce soit la politique, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'éducation. On est obligé, à mon sens, d'avoir des individus qui réfléchissent différemment. C'est-à-dire que je ne juge pas, hein, je porte pas un jugement sur la génération actuelle qui essaye et qui, à mon avis, fait du mieux qu'il peut pour gérer tout ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'individus qui réfléchissent de manière très différente. Enfin, j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, tout part de l'éducation. À chaque fois. Et j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à y réfléchir. Si vous avez une autre solution, moi je suis partant pour la connaître. Moi j'ai vraiment l'impression que tout part de là en fait. Et c'est comme ça qu'à mon avis, en une génération, en 25 ans, on peut déjà changer énormément de choses. Donc c'est possible, c'est faisable. J'allais dire notre planète n'est pas condamnée. Hein. Ça fait du bien justement d'entendre ça parce que les discours qui, on va dire, dominants actuels, ce que tu citais tout à l'heure, les chaînes mainstream où on voit donc la planète la planète brûle, les océans sont très pollués, etc. Mais on a l'impression qu'on est condamné, qu'on a plus le choix, qu'on va forcément vers cette direction-là. Mais toi, tu dis plutôt qu'il faut justement reprendre en main l'éducation de nos enfants, qui feront la planète, qui seront les décideurs de demain et qui pourront amener de nouveaux modèles écologiques sur la manière de consommer, de faire des affaires aussi. Tout peut être lié ensemble, et lié ensemble. Et justement, plutôt être dans la coopération, dans la coparticipation, dans la co-créativité. Parce qu'une fois de plus, on est potentiellement tous très très bons dans plusieurs choses, peut-être une, mais aussi plusieurs. Et on est tous complémentaires. Donc ça, on peut justement nous accompagner le plus tôt possible dans ce sens-là, quoi. Et vraiment, moi j'aimerais tellement que les gens aient mon regard, en fait, et toutes ces personnes que je rencontre depuis des années, parce que tu pourrais être que positif et objectif. Je me considère pas du tout dans un monde de bisounours. Je suis vraiment ancré. Tu vois, mais j'ai un peu la tête dans les étoiles et c'est ce qui me continue, je pense, de créer des choses. Parce que, pour moi, le regard, il est vraiment positif. Peut-être qu'il y a des gens... Vous l'avez vu, le film Demain ? Le film Demain, il faut que les gens le regardent. C'est un film qui est magnifique, qui est fait par Cyril Dion. Demain, en fait, il a eu cet avantage, je trouve, de mettre en lumière, justement, des gens un peu partout dans le monde qui, à leur niveau, juste en tant que citoyens, sont passés à l'action pour changer radicalement une ville, un département, une région, un pays, par exemple. Et c'est juste des citoyens. Et donc, d'où la nécessité que chaque citoyen conscientise qu'il a intérêt à s'occuper de lui, parce que dès que tu commences à t'occuper de toi, t'es plus connecté à ton intuition, t'es plus, en fait, aware, quoi, j'ai envie de dire, t'es plus ouvert, quoi, en gros, quoi. Évidemment, parce que t'es mieux dans ton corps et t'es mieux dans ta tête, donc ta créativité est plus importante, et donc forcément, les choses se font aussi de manière beaucoup plus fluide. Et donc, demain, lui, il a juste mis en lumière peut-être une trentaine de citoyens dans le monde qui se mobilisent. Moi, dans ma vie de tous les jours, depuis au moins 25 ans, j'en rencontre des centaines de milliers, quoi, en fait, tu vois. Et encore, peut-être que le mot est faible. Je pense qu'il y a vraiment des millions de personnes à travers le monde qui se mobilisent chacun avec leur énergie pour essayer de changer les choses. Je disais tout à l'heure, il s'appelle Nicolas, le gars qui est venu me chercher. Oui, Nicolas. Je recommande un film sur lequel je suis tombé hier. Ouais. Et là, je pense qu'il va faire le buzz dans les prochains jours qui arrivent, parce qu'il sort demain. Ouais. Mais il y a eu une petite fuite hier, et donc le fichier a tourné. Alors, attends 2 petites secondes. La régie, roulement de tambour. Parce qu'en fait, il est très d'actualité de ce qu'on vit là en ce moment. Il s'appelle Hold Up, comme un hold up. Hold Up, ouais. Tu l'as vu passer déjà, ouais. Ce film, il faut absolument que les gens le regardent. Parce qu'il synthétise de manière vraiment brio, franchement. C'est très beau. Il s'est entouré de personnes qui sont pointues et qui ne sont pas à remettre en question dans ce qu'ils disent. Et ils ont même mouillé la chemise, je trouve, parce que franchement, il dit vraiment très clairement les choses. Et voilà, donc regardez ce film, il va sortir demain. Je crois qu'il sera en vente à 4 € et quelques sur Internet. Il dure 2h43, donc ça peut paraître long. Mais moi, je me suis laissé emporter hier dans ce film. Et franchement, le travail est exceptionnel et je pense que ça ferait du bien à notre humanité, là, notamment en France, que les gens puissent avoir accès à un maximum à ce film parce que ça recadre les choses. Les auditeurs, le film C'est quoi le bonheur? Ah oui, c'est un très bon film. Et en plus, tu as un défi, il me semble, c'est d'atteindre le 1 million de vues. On n'en est pas loin, on est à combien là à peu près? Alors,
On est à 845 000, je crois, sur YouTube, là, en ce moment. 845 000, donc l'objectif, c'est d'atteindre le million. J'aimerais bien. Voilà, donc ça serait bien qu'il soit atteint avant la fin de cette année. En plus, il est libre, donc il est libre de droit. Libre de droit sur YouTube. Donc on peut y avoir accès gratuitement. Exactement. Et alors moi je l'ai regardé, il m'a vraiment été bénéfique parce qu'on entend des témoignages différents sur aussi on entend une dame parler un petit peu d'éducation aussi, des médias donc qui ont aussi ce rôle sur l'impact de la positivité et négativité dans la société. Donc vraiment très riche, hein, je veux pas tout dévoiler non plus, mais voilà, je vous invite à aller regarder ce film sur YouTube. Alors on va passer à la deuxième partie de notre émission et on va accueillir donc une nouvelle personne qui donc on ne présente plus, hein, chez Media Business Center, que vous avez vu défiler en photo juste à mes côtés. Elle s'appelle Barbara Daval. Aujourd'hui, elle est professeure donc de yoga. Alors, elle apprend aussi aux personnes à pouvoir se recentrer sur elles-mêmes par le yoga. Donc, on va accueillir Barbara Daval. Merci à Barbara donc de nous rejoindre. Oui, bien sûr, vous pouvez échanger. Prenez votre temps, hein, échangez vos micros. Et vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage. Merci Barbara d'être avec nous ce soir. Alors Barbara, que tu as décidé d'enseigner le yoga. Comment est-ce que elle est venue cette idée, puis pourquoi le yoga? Comment elle est venue cette idée? Alors en fait c'est à cause du premier confinement. En fait, ça fait quelques temps déjà que je pratique le yoga, mais grâce au confinement en fait j'ai pratiqué tous les jours avec mon enseignante. Et vu qu'elle était loin, en fait, l'idée de base, c'était de faire ses cours en ligne. Parce qu'à la base, elle est à Nice, enfin à côté de Nice, à Cap d'Aille. Et moi, je voulais déjà absolument suivre ses cours parce que j'ai eu une relation de cœur avec elle. Voilà, il s'est passé quelque chose avec elle et je voulais que ses cours. J'ai cherché moi ici dans la région, bon, j'habite plus Belfort, et j'ai pas trouvé l'équivalent de la qualité de ses enseignements. Donc je lui ai dit, moi je veux suivre tes cours, mais comment on fait? Parce que t'es loin. Elle dit, bon, on va commencer à faire en ligne, parce que c'était pas d'actualité au début d'année. Et le confinement arrive et là je lui dis, là t'as pas le choix. Si tu veux garder tes élèves, là faut s'adapter. Et du coup on a tout mis en œuvre pour qu'elle puisse faire ses cours en ligne. Avec Nicolas aussi qui est là, on l'a aidé dans cette démarche pour qu'elle garde ses élèves en ligne et que du coup j'en profite aussi. Et donc depuis ce jour-là, j'ai suivi tous ses cours en ligne, donc je suis entre 1h30 et 3 heures de yoga par jour. Ah ouais, quand même. Et mais c'est une technique, c'est ce yoga qui m'a touchée en même temps. Il est tellement précis. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement le yoga? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'équilibre, ça te centre, ça te ressource. Parce que c'est une méthode aussi qui est globale. C'est un yoga qui est basé sur l'alignement, sur la précision. Il y a du pranayama dedans. Le pranayama, c'est la respiration. C'est vraiment une méthode globale. C'est pas simplement parce que des yogas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de yoga. C'est vraiment de nos jours, c'est un marché. Hein. C'est divers et varié. Cette technique-là, elle est vraiment très précise. C'est vraiment basé sur, ça respecte la structure du corps, ça respecte la physionomie, ça respecte les limitations de chacun. Parce qu'on dit tout le temps, oh là là, je suis raide, je peux pas faire de yoga. Ben si, justement, ça va t'aider à t'assouplir. Et cette méthode, elle a beaucoup de supports.
C'est-à-dire que si tu vas être très raide et que tu vas pas pouvoir faire une certaine pause, ben on va t'amener des supports. Donc il va y avoir une chaise, il va y avoir des cales, il va y avoir un traversin, il va y avoir des sangles. En fait, on va. C'est pour ça qu'on voit, je vois des fois circuler quelques photos de toi dans des positions un petit peu. Alors la tête en bas, les pieds en l'air. Bah ça c'est des inversions, ça. En fait, voilà, il y a plusieurs postures, il y a plusieurs grandes familles en fait dans ce yoga, si tu veux, les extensions avant, les extensions arrière, les inversions, voilà, la respiration, il y a plusieurs catégories de poses. Donc la tête en bas, ça fait partie des inversions. Mais si tu veux, tu inverses le flux d'énergie dans le corps. Donc tu lui permets déjà de respirer différemment et tu inverses les énergies. Donc si tu veux, ça va te ressourcer, ça va te redynamiser. Voilà, il y a plein de poses qui sont faites pour ça en fait, pour faire circuler en fait le prana, ce qu'on appelle dans le corps. Donc c'est aller rechercher à l'intérieur de toi le meilleur, mais petit à petit, voilà, différemment. C'est apprendre aussi à faire vivre ton corps, à aller explorer des parties dont tu sais même pas qu'elles existent. Hein. Oui. C'est à prendre conscience de ton petit doigt de pied, parce que quand on te dit pas que t'en as un, bon tu sais t'en as un, mais va le faire bouger et va prendre conscience que quand tu vas être dans une certaine pose, ben tu peux l'activer et c'est réveiller chaque cellule en fait qui est dans ton corps. Hein. C'est ça ce yoga et c'est ça qui m'a touché. Jusqu'au plus profond des cellules de mon cœur et au bout d'un moment je me suis dit mais je peux pas le garder que pour moi. J'ai envie de l'enseigner, de le partager parce que ça m'a fait tellement du bien que faut le diffuser, faudrait le diffuser en maternelle quoi. Ouais. Faudrait le diffuser déjà chez les petits, donc j'essaie avec mes enfants aussi déjà ils ont une approche, ils viennent tout doucement, même le petit de 9 ans, un coup je l'ai mis dans une pause, il m'a dit oh maman c'est génial, je me sens mieux et pourtant il est speed, il bouge tout le temps mais on arrive à canaliser 5-10 minutes à le faire respirer, le faire prendre conscience qu'il peut se calmer et se canaliser 5 minutes. Quoi. Ouais. Merci en tout cas Barbara de nous avoir présenté ton activité. Alors c'est très inspirant. Hein. Et alors si vous le voulez bien, Julien, Corinne et Barbara, on va passer à la partie un peu plus interactive, même si on a une très belle interaction entre nous. Mais nos auditeurs et auditrices, donc qui sont en train de nous regarder en live, on va leur demander de nous poser quelques questions sur quelle est pour eux leur définition du bonheur. Vous nous posez donc les questions qu'ils souhaitent. Donc c'est à vous dès maintenant. Donc c'est à vous la parole. Alors donc on a déjà une question, une question qui nous vient, une question qui est adressée à Aline. Mais Aline, elle est bien sûr derrière les backstage, elle pourra y répondre aussi. Hein. Alors la question c'est comment développer ses qualités extrasensorielles, surtout quand on est hypersensible. Donc c'est une question qui nous a été posée par Amel, et qui s'adresse à Aline. Donc comment développer ses qualités extrasensorielles, donc surtout quand on est hypersensible. On entend quand je parle là ? Alors, elle lance une pause tout de suite. Oui, alors on va revenir dans un petit instant pour que Aline puisse également nous répondre. Vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage. Alors donc c'était une question pour Aline, comment développer ses qualités extrasensorielles, donc surtout quand on est hypersensible, une question de Amel.
Eh bien, l'hypersensibilité ne rentre pas en ligne de compte dans ce genre de domaine. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se maîtrise avec pas mal de conscience qu'on met dans tout ce qui crée, déjà chercher la cause de l'hypersensibilité. Tout ça, c'est une question de savoir gérer ses émotions, sachant que les émotions sont un état naturel et que quand on part dans les extrêmes, c'est elles sont dénaturées, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Mais hypersensible ou pas hypersensible, tout le monde est capable de développer ses capacités extrasensorielles, à commencer par des méthodes que je transmets où on rééduque ses sens, parce que extrasensoriel, sens, beaucoup pensent que ces facultés se développent avec l'esprit, mais en fait on a besoin de notre corps aussi. Donc il y en a beaucoup qui restent perchés et se dissocient de leur corps. Ils pensent qu'il faut avoir une vie chaste, une vie très de sainteté presque. Donc ils s'autorisent pas de manger, de boire un petit coup, de faire l'amour avec leur conjoint. Pas du tout. Il faut vraiment intégrer son corps qui détient justement ses sens et les rééduquer dans ce sens où ils sont eux aussi conditionnés. On nous conditionne par exemple au niveau du regard à regarder, à scruter les choses, à vraiment prendre un point et fixer ce point. Or le regard intuitif, le regard qu'on utilise, médiumnité, clairvoyance, ou quand on veut voir des entités et tout ça, c'est vraiment un regard qui est très large, comme ceux qu'ont les animaux dans la nature, qui font que quand on regarde en face, on est aussi capable de percevoir ce qui se passe sur nos épaules. Voilà. Donc il y a beaucoup de techniques pour rééduquer nos sens. Ensuite, c'est quand même un stage qui se déroule sur 2 jours, donc c'est pas là maintenant que je vais pouvoir dévoiler tous les trucs. Alors, mais voilà. Déjà quelques astuces qui ont été données, et bien sûr ça à Amel, on te conseille Amel donc de suivre la formation de Aline où tu pourras aussi en découvrir un peu plus. Alors est-ce qu'on a d'autres questions de nos auditeurs? Alors oui, Nicolas, bien sûr. Donc les questions arrivent. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, j'avais juste envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que je vais parler encore d'un film. En fait, j'ai rencontré une jeune femme qui habite à Los Angeles, qui s'appelle Caroline Cory. Je pourrais te mettre en contact avec elle, puisqu'elle est vraiment passionnante. Elle a réalisé un film qui s'appelle Superhuman. Oui. Tu en as entendu parler? Ça me dit quelque chose. Il est magnifique. Il est sorti au mois de juillet, donc il est assez récent. Donc c'est super comme super et human, H-U-M-A-N. Oui. En fait, pour moi, ce film, il est juste génial pour plein de raisons. On parlait des scientifiques. En fait, dans son film, elle s'est entourée de scientifiques pour valider justement les capacités extrasensorielles. Ouais. Donc, on valide la télékinésie, on valide la télépathie, on valide la médiumnité, ou on appelle ça aussi les psychics, c'est ces gens qui ont la capacité d'aller voir. On l'utilisait d'ailleurs pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ouais, remote viewing, c'est ça, ouais. Les techniques. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, on utilisait, donc on formait des citoyens à avoir cette possibilité d'aller voir, donc de se projeter dans le camp adverse pour voir un peu ce qui se passait. Donc, il y a une méthode, la science de l'intuition de Fabrice Bonvin, le livre, c'est la méthode qui a été déclassée, qui ont servi à entraîner les agents du renseignement. Ah bah voilà, ouais, excellent. Ok. Oui. Donc voilà, donc il y a des techniques comme ça, et donc on valide ce process avec des scientifiques. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est des scientifiques en plus qui sont reconnus mondialement, donc on peut pas les remettre en question. Donc je sais pas, je te laisse imaginer, elle est à 4000 km. Donc ils sont aux États-Unis. Le scientifique, il a une machine qui est hermétiquement fermée. Il n'y a pas un seul. Elle est très connue cette machine apparemment dans le monde scientifique. Et à 4000 km, il y a un papier à l'intérieur. Elle fait voler le petit papier à l'intérieur. Ah oui, oui, donc voilà, elle valide plein de process comme ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est que, sans spoiler, mais à la fin, il y a une partie qui est consacrée à l'éducation. Et donc on voit des écoles. Donc je précise laïques. Parce que pour moi, ces écoles existaient uniquement en Inde. Et en Inde, il y a un courant spirituel, il y a des gourous en fait qui sont présents. Et là, c'est très laïque. C'est en Angleterre, c'est en Allemagne, en Autriche, où on forme les enfants à l'âge entre 6 et 12 ans. C'est là, apparemment, notre cerveau est prêt. J'ai vu ça. Tu as vu? Oui. Ils ont des bandeaux comme ça sur les yeux. On dit qu'en fait on travaille le troisième œil ou notre conscience. Et ces enfants ont la possibilité de lire des livres, les yeux bandés et fermés. Quoi. Tout à fait. Ils jouent dans la cour au football et tout, etc. Quoi. Et donc ça s'apprend. Voilà encore des outils qu'on pourrait, ne serait-ce que semer des graines, tu vois, autour de ça en disant que c'est possible. Après, voilà, on peut se poser la question. Moi, je l'ai interviewé, Caroline Cory, et je lui disais, je suis pragmatique quand même d'origine, et je dis,
on peut se poser la question à quoi ça sert en fait. À quoi ça nous servirait très tôt de développer ces compétences. Et là, je rejoins en fait ce qu'on se disait, c'est que tu imagines que si on apprend à développer ces sens extrasensoriels qu'on a, mais ça veut dire qu'on sera beaucoup plus connecté avec qui on est, et ça va faciliter après notre passage terrestre, quoi. C'est-à-dire à savoir réellement ce qu'on a envie de faire plus tard, à mieux comprendre l'interaction qu'on peut avoir avec les gens, à mieux comprendre la nature du principe, qu'on est tous connectés et interconnectés. Voilà, en fait, ce sont à quoi ça pourrait permettre, tu vois, d'apprendre ces sens-là, quoi. Et donc ça s'appelle Superhuman. Superhuman. Ouais. Voilà. On a encore un autre. Je vais juste dire aussi quelque chose, et ça nous permettrait aussi également de garder ce contrôle par rapport à tout ce qui est robots et machines. Voilà. Et comme toi, j'ai fait appel aux scientifiques pour qu'ils viennent poser des électrodes sur mes stagiaires pendant mes stages. J'ai pas eu de réponse, parce que ce qu'ils sont capables de faire en sortant, tous de faire une lecture d'âme, dans ce sens où ils ont la photo de quelqu'un qu'ils connaissent pas, et ils arrivent à capter des éléments du passé, du présent et du futur proche. Attention, dans l'optique où la personne reste dans ces vibrations-là. Hein. Okay. Bon, ça, je peux aussi très bien l'expliquer. Ils arrivent tous à attraper ça. Mais ça crée des connexions neuronales différentes. Il y a un fonctionnement du cerveau. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était les neurosciences différentes. Et ça peut se capter, ainsi qu'un état de conscience modifié aussi. Et ça, c'est captable avec des électrodes. Carrément. Et parce que c'est pas un tour de passe-passe de magie ou de mentalisme. Moi, je leur souffle rien. Non, en 2 jours, ils n'ont même pas d'entraînement. En 2 jours, ils n'ont jamais essayé de leur vie. Ils sont tous sortis avec cet exercice 100% réussi. C'est génial. Ouais. Ça montre en fait qu'on a ces capacités en nous, quoi. Je veux dire que c'est comme ça, c'est naturel, ça fait partie de l'humain. Savoir et puis d'aller les chercher finalement. Exactement. Parce que l'humain est conditionné de la sorte. De se séparer de ça. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, donc, pas forcément tout notre potentiel. C'est là qu'il faut aller le chercher, s'accompagner justement de personnes qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, pour reprendre le mot de notre célèbre star belge, Jean-Claude Van Damme, il faut être... c'est aussi être conscient des capacités qu'on peut avoir, et pour être conscient, savoir s'entourer de professionnels donc, qui nous permettront d'éveiller les consciences. Alors, on va faire une petite transition. Vous savez, on a pour habitude dans l'émission de Media Business Center d'offrir des cadeaux à nos auditeurs et auditrices. Alors avant de passer au cadeau, on va déjà voir s'il y a d'autres questions de la part de nos auditeurs. Alors on nous dit que pour le moment, en régie, voilà, alors on va passer tout de suite à la question. Alors c'est la question cadeau, donc elle va arriver dès maintenant et on pourra vous offrir alors le cadeau, bien sûr, que l'on va vous offrir. Alors je vous le montre, c'est le DVD. Donc c'est quoi le bonheur pour vous? Donc le DVD du film réalisé donc par Julien Perron ici présent, et encore alors un deuxième cadeau aussi. Alors ce soir vous êtes gâtés pour ceux qui nous suivent. Donc le deuxième cadeau, c'est l'école de la vie. Donc voilà, l'école de la vie. Vous pourrez avoir donc ces 2 cadeaux. Alors on aura 2 gagnants ce soir. Donc bien sûr les conditions du jeu, on vous demande simplement de liker donc la publication, cette émission, de la partager. Posé par Julien Perron dans un instant. 5. C'est quoi la question? C'est à toi de la poser. Voilà, tu peux me le dire. Alors Julien, est-ce que tu peux choisir une question comme ça qui te vient à poser donc à nos internautes qui nous suivent pour qu'ils puissent gagner. Alors on aura 2 lots à gagner. Donc les 2 personnes qui répondront correctement à la question, bien sûr, qui vont aimer l'émission et la partager aussi, donc pourront bénéficier de ce cadeau. Et ben, je crois que je l'ai dit. Combien de personnes en tout j'ai interviewé? Voilà, donc la question est lancée. Combien de personnes Julien Perron a interviewé? Voilà, donc pour ceux qui auront la bonne réponse, on fera le tirage au sort la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Et bien sûr,
vous aurez le nom du futur ou de la future gagnante. Voilà, merci. Donc merci Julien, donc l'invité de la semaine, qui pourra donner aussi son mot de la fin. À toi Barbara, je te laisse dire un mot à nos internautes sur le thème de cette émission, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Justement, c'est d'y répondre à cette question, puisque comme le disait Julien, il interviewait des personnes et une personne sur 4 ne savait pas répondre. Ben, posez-vous la question, c'est quoi le bonheur pour vous, et dites-le nous en commentaire. Ah ben super. Donc dites-le nous en commentaire, comme vient de le dire Barbara, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Aline? Alors moi je retiens qu'il faut que je mette scientifique sur mon CV pour qu'on m'écoute. Si Julien a fait une école, j'y vais tout de suite, j'aurai enfin la moyenne. Et sinon je suis complètement en accord avec tout ce qui s'est dit. Voilà, Julien, ça ne m'étonne pas parce qu'on se sent à travers les réseaux sociaux, il y a les connexions qui se font au-delà des mots, au-delà de la présence physique, c'est l'esprit. Et puis, c'est normal parce qu'avant la matière, il y avait l'esprit, donc c'est normal que l'esprit arrive à bouger la matière dans sa boîte, là, quand tu parles de l'expérience. Oui. Merci pour ce mot de la fin. Aline, oui, bien sûr. Alors Corinne aussi. Corinne, le mot de la fin pour nos internautes qui nous suivent ce soir. Eh bien, alors moi je vais faire la jonction entre tous les intervenants parce que je ne l'ai pas forcément évoqué, mais je suis aussi ambassadrice du beau bien bon, qui est un petit courant de la psychologie positive véhiculé par Elisabeth Grimaud, qui simplifie énormément en fait la psychologie positive et qui pourrait du coup être aussi amenée aux enfants d'une manière extrêmement simple. Le beau, quand on s'émerveille et qu'on se reconnecte à ses sens, dont parlait Aline tout à l'heure, nos 5 sens sont là effectivement pour nous permettre de jouir de la vie au sens large du terme. Le bien, c'est quand on s'applique et qu'on s'implique dans ce qu'on fait. Et peut-être que c'est une manière d'enseigner aux enfants le plaisir d'apprendre, et non pas l'injonction d'apprendre. Et le bon, c'est être dans la relation à l'autre, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonheur seul. Le bonheur, ça se partage. Donc voilà. Et ce sont en fait le beau, bien, bon. On arrive aussi à les retrouver à travers le rire, qui à mon avis est véritablement une énergie, une vibration qui permet aux êtres en fait de rentrer en résonance. Et j'invite chacun à redevenir être humain et non pas faire humain. Voilà. Oui. Merci pour cette belle soirée en tout cas. Merci aussi Corinne pour ce mot de la fin. Alors on va passer à toi Julien. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion de... Ce qui me vient à l'esprit, c'est cette citation de Gandhi que j'ai encadrée dans mon bureau, que j'ai découvert très jeune, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Parce que, en fait, pour moi, vraiment, c'est pas anodin de l'avoir encadrée dans mon bureau, parce que je trouve qu'elle résume tout, en fait. C'est-à-dire que très souvent, on peut avoir cette impression qu'on va aller chercher à l'extérieur pour résoudre des problèmes, pour plein de choses, en fait, alors que tout est déjà, en fait, en nous. Donc, très clairement, pour donner des exemples, imaginons qu'on a envie que notre planète soit remplie d'amour, commençons nous déjà à incarner l'amour. Si on a envie que notre société soit plus avec du bon sens, incarnons le bon sens. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là où on a, je pense, une responsabilité citoyenne vraiment, parce que pour en arriver là, il faut s'occuper de soi. À chaque fois, on revient à ça, c'est vraiment le tronc commun de tout. Donc que chaque citoyen vraiment conscientise, et peut-être dès ce soir, après que ce live soit terminé, passe à l'action et fasse quelque chose de proactif, positif, ce premier pas qui va les amener justement potentiellement à s'occuper d'eux, à se changer et inévitablement peut-être à changer après tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc, tu le disais un peu en filigrane comme ça, je pense que quand on commence à s'occuper de soi, on rayonne quelque chose, il y a une énergie en fait, il y a un peu comme un poste radio en fait, si tu veux, tu dégages quelque chose et donc, logiquement, de manière très pragmatique, si tu prends soin de toi, tu vas dégager une énergie très positive et ça impacte forcément. Donc ça va impacter les gens autour de toi et pourquoi pas après même beaucoup plus large que ça, quoi. Donc c'est une vibration. Exactement. Oui. Et on n'aura peut-être plus besoin à un moment donné de se poser la question, mais c'est quoi le bonheur pour moi? Parce qu'on sera connecté avec qui on est et donc on sera forcément bien, quoi. Ouais. Comment? Ça sera le contraire. Et ça sera peut-être le contraire. C'est quoi le malheur pour toi? Qu'est-ce que le malheur?
Donc oui, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et incarnez-le, quoi. C'est vraiment important. Très bien, ben merci beaucoup. Merci Julien d'avoir fait ce long chemin pour venir partager du bonheur, surtout en cette période un petit peu difficile, on va dire, pour la société, parce que c'est un changement assez brutal où tout le monde est un petit peu confiné, effectivement. Donc c'est pour ça justement que Julien est venu, pour vous dire que même si la période est difficile et compliquée, saisissez-la un petit peu comme une opportunité, la manière de voir aussi différemment la vie, se recentrer sur vous-même et vous poser les questions essentielles. Qu'est-ce que vraiment le bonheur pour vous? Est-ce que c'est d'aller au travail tous les matins? Est-ce que c'est de prendre le métro? Est-ce que c'est de rester à la maison? En tout cas, la question est large et vaste et seul vous-même avez cette réponse. Donc voilà, merci beaucoup Julien d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci aussi à Barbara d'être venue ce soir. Merci Corinne, merci aussi Aline. Merci à vous toutes et tous de nous avoir regardés pour cette nouvelle émission. Et je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine à 19h, donc bien sûr avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, je vous laisse la surprise, et aussi, donc comme la tradition le veut, un nouveau cadeau aussi pour la semaine prochaine. Donc voilà, merci à toutes et à tous, cette émission prend fin et à la semaine prochaine. Vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage.